Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Merci de votre présence et merci de nous accorder votre premier entretien sur CNews et Europe 1. Vous êtes essayiste, auteur de nombreux ouvrages. L'un de vos livres, Décomposition française, a d'ailleurs été récompensé d'un prix, on en parlera. Vous êtes aussi, Malika Sorel, une ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration. Et depuis hier, vous avez donc rejoint la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella en position numéro 2. Alors je précise qu'on vous a aussi connu proche de la droite. François Fillon, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy. Et donc aujourd'hui, vous rejoignez le RN. Est-ce que votre choix, Malika Sorel, marque une rupture idéologique avec la droite ou restez-vous ce matin une femme de droite? Alors, bonjour. Je ne me suis jamais déterminée par rapport au clivage droite-gauche. Je m'inscris depuis le début, comme quelque part mon maître, Dominique de Villepin, au-dessus des clivages partisans. C'est l'approche gaulliste, c'est-à-dire De Gaulle disait il n'y a pas de gauche en France, il n'y a pas de droite. Et pour lui, représenter une fraction de la population était, le terme je crois, c'était un crime, une erreur impardonnable. Et donc c'est comme ça que je me vis. Pour moi, le fait que je rejoigne la liste portée par Jordan Bardella était une évidence. Une évidence? Une évidence. C'est dans la continuité de ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, Marcel Gauchet, le grand philosophe Marcel Gauchet avait dit à votre micro, le parti de Marine Le Pen, c'est un parti qui ressemble au RPF du général de Gaulle, qui est social et national. Je m'y retrouve pleinement, parce que je viens de vous dire, je suis gaulliste. Luc Ferry, le grand philosophe Luc Ferry, avait également dit que le parti du Rassemblement national était un parti de droite, républicain, populaire. Je suis dans cette continuité. Je voudrais également rappeler ce qu'avait dit Elisabeth Badinter, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur la laïcité, puisque nous étions ensemble pour défendre Natalia Baleato et la crèche Babilou, qui était un enjeu décisif pour la cohésion de la nation, cette défense de la laïcité. Et elle disait... Aujourd'hui, il n'y a plus guère que Marine Le Pen et Manuel Valls pour défendre la laïcité. Donc c'est tout à fait cohérent. Évidence, dites-vous. Votre ralliement a fait réagir la droite, les LR, puisqu'hier, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous, le président des Républicains, Éric Ciotti, a réagi, Malika Sorel, en dénonçant, je cite, de l'opportunisme et d'ajouter « écrire, c'est bien, puisque vous êtes essayiste, mais agir, c'est mieux ». Que lui répondez-vous ce matin? Alors, au vu des sujets que j'ai portés, que j'incarne, puisque le président Sarkozy, lorsqu'il m'avait décoré de la Légion d'honneur au Palais de l'Élysée, m'avait dit des mots qui pour moi m'engagent, m'obligent. Et il m'avait dit, Malika Sorel, vous êtes le symbole de l'unité et de l'universalité de la République française. Et je considère aujourd'hui que l'unité est en danger. C'est pour ça que je m'engage encore davantage. Mais je suis très étonnée qu'Éric Ciotti n'ait pas vu à quel point j'ai déjà agi. S'il était intéressé par les sujets que j'ai portés, donc l'intégration culturelle, la question de la cohésion de la nation, c'est à ce titre-là que je conseillais François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Il aurait su tout ce que j'ai entrepris. Par exemple, je vais citer parce que c'est vraiment à l'ordre du jour encore aujourd'hui, j'ai été auditionnée par Simone Veil dans le cadre de la commission de révision du préambule de la Constitution. Et c'est grâce à moi que Simone Veil a refusé d'inscrire la diversité dans notre Constitution. Et tout cela pour préserver le caractère un et indivisible de la France. Et puis je rappellerai également, et là c'est quand même incroyable qu'ils ne sachent pas cela, c'est que lors de la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, en quelques mois seulement, parce que j'avais co-rédigé la Charte des droits et des devoirs du citoyen français, que nous avons immédiatement déployé avec le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, nous avons fait fondre, chuter le nombre de naturalisations, car nous faisions désormais de nouveau coïncider la réussite de l'assimilation avec l'octroi de la nationalité française. Vous venez d'évoquer, Malika Sorel, votre parcours, vos réalisations. Votre ralliement a suscité quand même beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter, avant d'aller sur le fond, votre rapprochement avec le Rassemblement national? Vous dites que c'est une évidence, mais qu'est-ce qu'il y a d'évident? Quel point commun entre vous et Jordan Bardella, par exemple? Alors, je vais vous répondre, je vais rajouter un seul point qui, moi, et le point qui m'a le plus heurté dans la bouche d'Éric Ciotti, c'est lorsqu'il a dit qu'il a justifié le fait que je ne sois pas chez eux parce qu'il avait fait le choix de personnes enracinées. Et en tant qu'enfant de l'immigration, je l'ai pris comme une insulte. Une insulte, absolument. Et puis, quelque chose d'incroyablement injuste qui montre que pour certaines personnes, quoi que fassent les enfants de l'immigration, ils ne sont pas considérés comme français. De quel enracinement parle-t-il alors que, comme l'avait dit le président Sarkozy, je suis moi-même
le symbole de l'unité. Alors c'est intéressant parce que certains qui commencent quand même à critiquer votre ralliement estiment que vous, que vous apportez du crédit à la normalisation, à la banalisation, à la crédibilisation du RN et s'interrogent sur ce ralliement eu égard à vos racines, à vos origines. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que, vu ce que je viens de vous dire, que le Rassemblement national est un parti qui accueille tous les Français de cœur et d'esprit, que c'est la seule approche. Et Jordan Bardella incarne justement le fait que tous ceux qui vont se reconnaître dans cette approche de Français par le cœur et l'esprit sont les bienvenus, et tous ceux également qui vont comprendre que l'heure est grave. C'est cela aussi que je veux dire. C'est-à-dire l'heure est grave. Si vous deviez décrire la situation de la France, Malika Soral, ce matin, on a appris d'abord qu'il y a un niveau d'alerte qui est relevé attentat, mais la situation plus profonde du pays, comment l'essayiste, l'intellectuel et maintenant la femme engagée en politique la voit? La France tombe. C'est une réalité. La France tombe. Nous sommes confrontés à un chaos tous azimuts. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique avec des fermetures d'entreprises chaque jour, le chaos financier. Rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, lorsque François Fillon disait « je suis à la tête d'un État en faillite », nous étions à 1200 milliards, je crois 1200 milliards en 2017. Ouais. Je crois que c'était en 2012, quand il est au tout début de... 2007, il y a 15 ans, 17 ans. Ouais. Il disait 1200 milliards. Emmanuel Macron nous a amené à 3300 milliards de dettes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a obéré les marges de manœuvre de la société française. Comment pourrons-nous emprunter de nouveau demain? Alors que si nous sommes dégradés en termes de notation financière, et c'est probablement ce qui risque de nous arriver en avril, les taux d'intérêt vont augmenter, le remboursement de la dette coûtera plus cher, et donc ça augure d'un désastre à venir. Donc, alors l'heure est grave. Quel sursaut? Dans les colonnes du Figaro, Malika Soral, vous affirmez que le RN est le seul parti capable à vos yeux de défendre les intérêts supérieurs du pays. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous citer une mesure phare, une proposition marquante qui conforte ce que vous dites? C'est pas rien de dire que seul un parti peut relever le pays. Oui, parce que c'est pour moi aujourd'hui le parti qui défend la liberté. La liberté d'être français, la liberté désormais de nouveau d'appeler les Français au vote, c'est-à-dire de leur dire « nous allons vous consulter ». Il y a également à mes yeux quelque chose qui est extrêmement important, c'est le fait que, et ça motive aussi mon engagement pour les européennes, le fait qu'en novembre 2023, a été voté au Parlement européen une décision qui est calquée sur le rapport Verhofstadt, qui fait qu'on transfère ce qui nous reste de souveraineté à l'Union européenne. Et en réalité, ce projet, qui aujourd'hui est un projet déclaratif, mais indique de manière claire... Rien n'est définitif encore. Absolument. Mais là, nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est que ceux qui sont anti-européens nous disent « voilà où nous voulons emmener l'Europe de demain », c'est-à-dire la suppression des nations et la dissolution des peuples européens, ce qui... Sonia Mabrouk est totalement contraire au projet européen qui avait été voulu, parce que grâce au principe de subsidiarité, c'était le fait de traiter les sujets là où c'est le plus efficace, et avec ce principe de subsidiarité, de respecter l'identité des peuples. Aujourd'hui, donc vous vous engagez aussi contre, si je vous entends bien, l'Europe de Madame von der Leyen pour une autre Europe, et pour sauvegarder la France? Pour l'Europe des nations, une Europe qui soit respectueuse des peuples, de leur identité, c'est bâtir une Europe où les nations, les peuples additionnent leurs forces et non s'annihilent. Et donc oui, je m'engage pour faire barrage et pour faire chuter la commission von der Leyen et l'Europe de Macron, c'est-à-dire celle qui veut effacer les peuples europééens. J'estime pour ma part, et je l'ai toujours écrit, et c'est valable pour tous les pays du monde, on ne bouscule pas des peuples sur leur territoire parce qu'il y aura des conséquences tragiques. On le voit aujourd'hui. Et je veux dire aussi également qu'il y a un sujet qui, moi, m'importe, parce que j'ai fait partie d'un conseil d'administration de géopolitique et de questions de défense pendant des années aux côtés de personnalités comme Xavier de Villepin, qui était président des affaires étrangères au Sénat. Je suis effrayée par la rapidité avec laquelle une partie des élites occidentales ont ligué une partie du monde contre l'Occident. Je peux parler du Sud global. Je veux participer à faire qu'une partie des élites européennes arrête avec une forme d'arrogance. Vous estimez que les élites, comme vous les appelez, qui est un terme large, générique, a contribué à la chute, pour reprendre votre mot, à la France qui tombe? Absolument.
Absolument. Ils ont non les seulement élites, participé, mais ils accélèrent les élites économiques, les élites médiatiques. Absolument, je les cite. Dans mes livres, je parle des élites de commandement, artistiques aussi. Vous n'êtes pas partie de cette élite, Malika Sorel, je dis toujours une partie des élites. Bien entendu, je fais partie de ces élites. Ça fait partie de mon parcours, puisque je viens d'Algérie. J'ai fait des études en Algérie, je suis venue en France, je suis redevable pour tous ceux qui m'ont accompagnée depuis ma naissance, pour être ce que je suis aujourd'hui, une femme qui souhaite s'engager pour faire aussi qu'on entende de nouveau la voix des peuples. Je vais rappeler votre parcours, hein. Vous l'avez dit, vous êtes d'origine algérienne, vous avez vécu 15 ans en Algérie, vous vous êtes installé définitivement en France, vous êtes diplômé en tant qu'ingénieur de l'école polytechnique d'Alger, vous êtes major de promotion d'un MBA à Sciences Po Paris. En 2009, interrogé dans le Figaro, vous dites, Malika Sorel, je vous cite, « La non-assimilation aboutira à la mise en minorité des idéaux français sur notre propre sol ». Alors, mise en minorité, eh bien, ça renvoie à substitution et même à remplacement. Est-ce que vous reprenez la thèse d'Éric Zemmour ? Ce qui nous arrive, Sonia Mabrouk, j'ai été aux premières loges au sein du Haut Conseil d'intégration pour observer ce processus qui, je veux le dire, est le même en cours qui est en train de s'opérer dans tous les autres pays européens. Et c'est pour cela que dans tous les autres pays européens, mais également au Canada, parce que nous étions en contact avec nos correspondants dans les autres pays, au niveau du Haut Conseil d'intégration, tous les peuples aujourd'hui s'aperçoivent du fait qu'ils sont progressivement mis en minorité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qui se passe, c'est que le projet de société, il est posé sur un socle de principes et de valeurs fondamentaux. C'est ça qui structure l'identité des peuples. Et c'est le résultat d'un long processus historique, politique. Il y a une dimension religieuse également. Donc si vous en arrivez à avoir un flux migratoire extrêmement important, l'INSEE nous dit qu'en 2017, 44% de la hausse de la population en France était le fait d'immigrer. Si l'intégration culturelle se passe, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes définitions de liberté individuelle, d'égalité, égalité homme-femme, de fraternité, fraternité qui transcende les convictions religieuses et le respect de la laïcité, il n'y a aucun problème. C'est une question culturelle. Donc, si ce n'est pas votre approche n'est pas, ethno-raciale, elle est culturelle. C'est important quand même. Mais absolument. Et d'ailleurs, je souhaite dire à ce titre que le général de Gaulle, et j'ai posé la question à son petit-fils, qui avait échangé longuement avec son grand-père, lui demandant, pouvez-vous, selon vous, pensez-vous que votre grand-père aurait pu dire « La France est une nation de race blanche », ce qu'Alain Peyrefitte a dit, et de religion chrétienne, etc. Rapporté dans son livre, Alain Peyrefitte, oui. Et le petit-fils général de Gaulle est formel, jamais son père a eu une approche par l'ethnie ou par la race ou par la religion. L'approche du général, c'était celle que nous voulons porter avec Jordan Bardella, celle des Français de cœur et d'esprit. Alors je comprends, mais alors est-ce que l'immigration considérée comme étant de masse, si je vous entends bien, empêche l'intégration culturelle? Et si oui, alors il faut faire quoi? Alors bien entendu, l'importance des flux migratoires, en particulier lorsqu'ils étaient en provenance de nations qui renouaient avec la religion comme principe organisateur de la cité, entrave l'intégration culturelle et donc ruine la possibilité de toute assimilation. Parce que nous avons eu reconstitution des sociétés d'origine sur le territoire. Je vous ai parlé de liberté individuelle. Il y a des cultures qui ne reconnaissent pas la liberté individuelle. Donc la personne qui arrive ne pourra pas se sentir libre et avoir toutes les marges de manœuvre pour pouvoir s'intégrer culturellement parce que le groupe dépossède l'individu et le dissuade de le quitter. Il faut relire, parce que c'est dans la documentation française, tout ce que j'avais dit à Simone Veil, qu'il avait alerté, et je lui disais le risque principal contre lequel nous devons lutter, c'est la libanisation de la France. Libanisation de la France, vous l'avez dit dans les colonnes du Figaro, l'expression est forte. J'entends que Malika Sorel, vous employez de manière presque indiscriminée assimilation ou intégration. Est-ce que c'est la même chose? Parce que j'ai lu que pour vous, l'assimilation ne peut pas être imposée car elle a trait au registre moral et affectif. Alors au sein du Rassemblement national, qu'est-ce que vous allez défendre comme modèle? Un modèle d'intégration à la française, culturellement? Alors moi, ce que je vais défendre, et je vous remercie de le dire, c'est le fait que d'abord, l'assimilation ne peut être imposée. C'est véritablement un choix personnel qui est douloureux. Il ne faut pas se voiler la face parce qu'on ne peut pas dire à ses propres ascendants, à ses parents, grands-parents, voilà, je vais épouser un autre destin que celui du peuple de mes ascendants sans qu'il y ait des souffrances. Donc il faut tout faire pour ne pas entraver l'assimilation.
réduire les flux migratoires, donc lutter contre le pacte migratoire européen qui tout de même est effrayant, c'est-à-dire que l'Europe n'a plus ni porte, ni frontière, ni toit. On accueille et on ventile dans les campagnes européennes. Ça n'a aucun sens. Il faut mettre un coup d'arrêt à cela et il faut tout faire pour permettre l'intégration culturelle, c'est-à-dire l'appropriation des principes et des valeurs de la société d'accueil. Pas ce défi, mais évidemment, l'école, l'éducation, tout ce que vous développez dans vos livres. Pour conclure, Malika Soral, que va changer finalement une intellectuelle, une essayiste comme vous en politique? J'ai noté il y a quelques années, vous aviez répondu sur votre priorité si vous étiez, et la question vous a été posée un jour présidente, et vous avez parlé, d'ailleurs ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, de liberté d'expression. Absolument. En quoi c'est alors on le comprend, mais je vous pose à vous la question, en quoi c'est important et ça structure un pays, une nation? C'est fondamental, parce que la liberté d'expression, le fait que l'on puisse s'interroger sur tout, s'exprimer, réfléchir sans tabou, sans borne, a un impact direct sur la liberté de création, sur la liberté d'innovation et de développement. Ça a des conséquences extrêmement importantes. Et donc, oui, j'avais répondu à Olivier Delagarde sur France Info. Il m'avait posé la question, vous, présidente, quelle serait votre première décision? Et j'avais dit, je sanctuariserai la liberté d'expression. Aujourd'hui, au travers des attaques qui sont menées contre la presse, c'est la démocratie qui est en danger. Je pense qu'il faut que les Français le comprennent. Le pouvoir devient fébrile, a peur, parce qu'il sent que le peuple se réveille. Et moi, j'appelle au sursaut, parce que je veux le dire, dans 5 ans, il sera trop tard. Il y a un compte à rebours. Merci Malika Soral, c'était votre premier grand entretien. Merci de nous l'avoir accordé. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci.